Bonjour à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver. Alors nous sommes en début d'année 2025, bien sûr, je vais sacrifier à la tradition en vous souhaitant les meilleures choses pour cette nouvelle année, à vous et à tous vos proches. J'espère que tous vos projets pourront se réaliser. En ce qui me concerne, je suis très content, très heureux d'être ici à vos côtés pour vous informer, vous distraire, partager des informations et des expériences, tout ce que j'aime, et ça va continuer de plus belle en 2025. Alors aujourd'hui, c'est pas tout à fait un test comme les autres que je vous présente, c'est plutôt une première prise en main de ce nouveau Fuji X-M5, le petit dernier, c'est vraiment le cas de dire, il est minuscule, le petit dernier de chez Fuji. Alors pourquoi une première prise en main? Parce que ce boîtier m'a interpellé et j'aurai l'occasion d'y revenir. Pour l'instant, je n'ai que deux optiques. J'ai le 15-45, l'optique de kit, et j'ai un 23-1.4. Je voudrais essayer avec d'autres optiques, dans d'autres utilisations. J'y reviendrai aussi parce que je veux comparer cet XM5 au Z52 que j'ai passé en test il y a quelques semaines sur la chaîne. Alors ce sont deux boîtiers avec deux philosophies totalement différentes. Ils se rapprochent par leur prix, autour de 1000 €, mais vous verrez qu'il y a vraiment de grosses différences. Il y a des choses que l'on peut faire avec l'un et pas avec l'autre. Bref, on va comparer tout ça de façon approfondie également. Et puis je ne quitterai pas l'univers Fuji comme ça, parce que je vais revenir, bien sûr, sur l'étude du Fuji GFX que j'ai déjà commencé avec mon copain Arnaud Frisch. Alors on a des plannings un peu compliqués, ça tarde un peu, on essaye de se synchroniser, c'est pas toujours simple, mais je vais revenir sur ce GFX avec d'autres objectifs, avec d'autres utilisations. On va compléter un petit peu ce que j'ai déjà pu faire dans un premier temps. Voilà l'actualité, vous voyez que c'est chaud patate dans ce début d'année, et c'est pas fini, il y a encore beaucoup de choses dans le monde du vélo. Alors là je vous en parle pas, il y a une avalanche de nouveautés également. Merci encore pour tous vos commentaires, tous vos abonnements, ça me fait énormément plaisir, ça me donne beaucoup de courage pour continuer. Vous savez que c'est quand même un travail assez important, ça demande un volume de temps et d'énergie vraiment impressionnant pour réaliser tous ces petits films, mais je suis content de partager tout ça avec vous, d'autant que je suis totalement indépendant, j'achète mon matériel, ça me permet d'avoir une liberté de parole totale, ce qui n'est pas forcément toujours apprécié d'ailleurs. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas je vais continuer dans cette voie avec cette liberté de ton qui me caractérise et que vous appréciez puisque vous me le dites et vous me faites le plaisir de continuer à me suivre. Allez, on continue la découverte, la prise en main de ce Fuji X-M5 parce qu'il a vraiment des particularités. Alors la première, vous vous en doutez, il n'a pas de viseur. C'est vraiment quelque chose qui m'a dérouté complètement au départ, même si j'ai pu m'y faire. C'est un des points particuliers de ce boîtier, d'autant que vous êtes nombreux comme moi à avoir un certain âge et avoir besoin de ces petits accessoires lorsqu'on veut regarder de près. Et oui, à partir d'un certain âge, on devient presbyte, on ne voit plus de près, c'est ce qui m'arrive également, malheureusement. Ça veut dire que sur ce boîtier-là, quand je veux faire des photos, je suis obligé d'avoir des lunettes, et en plus des lunettes particulières, puisqu'il faut des lunettes progressives pour à la fois voir de près et voir de loin. C'est un inconvénient, c'est certain, c'est pas le seul dans l'ergonomie du Fuji. Je vais vous expliquer tout ça un peu plus en détail. Alors je vais essayer de faire plus court que d'habitude parce que d'abord je vais revenir, comme je vous l'ai dit, dans d'autres films sur le boîtier, et puis aussi certains me reprochent d'être un peu trop bavard et que les films soient un peu trop longs, donc je vais faire beaucoup plus court que d'habitude. Je reprends mes petits ustensiles, on regarde déjà très rapidement un petit peu au niveau de l'ergonomie ce que j'ai pensé de ce petit boîtier. Alors d'abord, moi j'ai des grandes pattes et je peux vous dire que les boutons, j'ai un peu tendance à mélanger un peu tout et à toucher un peu à tout de façon inopportune sur le boîtier. C'est la rançon d'un tout petit boîtier très léger de 350 grammes. Alors après, on est typiquement dans l'ergonomie Fuji, à savoir qu'on a des molettes. Regardons ça ensemble si vous le voulez bien. Sur l'épaule gauche, on a les simulations de film, un des points très forts de ce boîtier et de Fuji en général. Là, on a un accès direct, c'est vraiment extrêmement pratique. Vous allez voir que sur le terrain, c'est très appréciable. Alors ici, on a la roue très classique PSAM, mais pas seulement, avec bien sûr le mode manuel, mais aussi un mode automatique, là aussi on est dans le très classique, un mode beaucoup moins classique, vlog. Et oui, on a la possibilité d'être en vlog avec cet appareil. Vu sa taille, c'est pas complètement idiot. Mode vlog, donc là je suis au 15 mm avec la stabilisation de l'optique uniquement. Et dans le vlog, on peut aussi sélectionner soit du 16/9e, soit du 9/16e pour faire directement de l'Insta, enfin tous les réseaux sociaux qui sont en format vertical. Ici, on a une première roulette qui permet de sélectionner un certain nombre de choses. Et on en a une deuxième sur l'avant qui permet là aussi de sélectionner pas mal de choses
chose, et elle est en plus cliquable, c'est-à-dire qu'on peut enfoncer cette molette de façon à pouvoir sélectionner d'autres fonctions. Alors on a un pad qui est très petit et très sensible, que j'ai tendance vraiment moi à toucher de façon inopportune. Comme en plus c'est celui qui permet de sélectionner la plupart du temps la zone d'AF, autant vous dire que j'ai tendance un peu à me balader comme ça dans les zones. On a ensuite ici deux touches qui sont minuscules et en plus elles sont enfoncées, donc enfoncées c'est pas mal parce qu'elles sont affleurantes, on n'a pas à les toucher de façon involontaire comme le pad, mais elles sont vraiment très très petites, pas forcément très faciles à sélectionner. Moi vous voyez mon index il fait largement 2 voire 3 touches, hein. On a la touche menu ici qui permet classiquement de se balader dans les menus qui sont pas forcément un modèle de clarté et de compréhension, il faut quand même s'y faire à cette habitude de Fuji. Et puis la dernière touche tout en bas, c'est le display qui permet d'avoir plusieurs affichages. Vous voyez qu'on a comme ça un certain nombre d'affichages qui défilent. Dernière chose très importante, parce que ça on s'en sert tout le temps, c'est la touche Q qui est ici. Alors cette touche Q, elle permet, quand on appuie dessus, vous voyez, d'arriver sur un menu rapide. Et ce menu rapide est ô combien efficace et important pour aller faire des sélections rapides plus facilement qu'en allant classiquement dans le menu. L'inconvénient, c'est que cette touche Q, elle est vraiment minuscule. Moi, j'ai beaucoup de mal à accéder à la touche en elle-même. Et en plus, elle est totalement enfoncée. Elle est à peine affleurante sur le sommet du boîtier. Donc elle est vraiment extrêmement mal commode, c'est loin d'être le plus facile. Enfin, on a en déclenchement ici le déclenchement photo classique et puis le déclenchement vidéo qui est séparé. Malheureusement, on n'a pas de touche monte photo, monte vidéo. On peut le faire à travers la molette ici puisqu'on a un mode vidéo. J'aurais aimé une touche de basculement rapide, plus facile à manipuler plutôt que de tourner cette molette, ce qui est quand même un petit peu moins pratique. Voilà pour la présentation rapide de ce boîtier. Alors je l'ai choisi avec le 1545, c'est l'optique de base, très légère, avec une motorisation du zoom, une motorisation électrique. Ça peut paraître un avantage, ça l'est dans certains cas en vidéo, mais je dois avouer qu'en photo, ça a été beaucoup plus un inconvénient qu'un avantage, d'autant qu'il n'y a pas de repère gradué, on ne sait pas à quelle focale on est. Il faut regarder l'écran arrière pour vérifier à quelle focale on est. Vous voyez que c'est quand même pas très pratique. Moi, j'aurais vraiment aimé au moins une bague de repère pour savoir à quelle focale on se déplaçait. Et puis contrairement à beaucoup d'objectifs chez Fuji qui possèdent cette bague d'ouverture qui est tellement pratique et tellement agréable, là bien sûr on n'a rien, c'est un kit de base qui coûte à peine 100 € de plus je crois quand on achète l'XM5 avec cet objectif. Voilà pour le tour de ce boîtier. On va immédiatement regarder un peu les images parce que c'est ça qui interpelle avec ce Fuji et c'est pour ça qu'on l'achète généralement. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai pas hésité à donner de ma personne pour vous ramener un maximum d'images possibles. Et si vous voulez bien me pardonner cette petite plaisanterie, c'est d'abord ça que je voulais vous montrer, c'est vraiment cette science de la couleur de Fuji. C'est magnifique. C'est très beau. On a quand même un petit relent de GFX, hein. C'est quand même avec ce tout petit boîtier, des couleurs qui sont naturelles, qui sont belles, des cieux qui sont avec un très beau bleu, des couleurs qui sont fidèles. Alors, au niveau de la dynamique de lumière, on n'est pas dans l'exceptionnel, il ne faut pas hésiter à sous-exposer. Heureusement, on a la molette, comme je vous l'ai montré, sur l'épaule droite du boîtier, qui est très pratique et qui permet de sous-exposer très facilement, parce que la cellule matricielle de la Fuji est par exemple moins fiable et moins scrupuleuse que celle de Nikon, ça c'est clair. Mais par contre, tout ce qui est de la couleur, tout ce qui est de la pureté des images, avec un rendu naturel, c'est vraiment beau à tomber. Et puis quand on se tourne vers le noir et blanc, on a là aussi la crosse qui est exceptionnel, je pèse mes mots, avec un contraste qui est naturel, ni trop fort, ni trop faible, avec des blancs qui sont vraiment éclatants, des noirs profonds. Bref, vous l'avez compris, au niveau qualité d'image, il n'y a rien à reprocher à ce Fuji XM5. Je reviendrai longuement dans une comparaison avec le Nikon Z52, ça sera l'objet vraiment de comparaison, de montée de bruit, avec vraiment des choses beaucoup plus techniques et précises. Là, je voulais juste vous
partager ces quelques petites impressions avec beaucoup de bonheur. C'est une joie d'utiliser ce petit boîtier. Alors en mode vidéo, je ne vais pas vous raconter d'histoire, je ne vais pas tourner assez d'images pour vraiment vous donner un avis très objectif, si ce n'est qu'on a vraiment de très belles couleurs. Alors il n'y a pas de stabilisation interne, on fait appel à la stabilisation de l'objectif uniquement, mais on a aussi tous les modes possibles et imaginables au niveau simulation de film, et ça c'est génial, en particulier bien sûr l'Acros, mais tous les autres aussi. Bref, j'y reviendrai longuement dans un prochain film sur ce mode vidéo, parce qu'il est quand même assez intéressant. Alors au niveau AF, il faudra bien distinguer le fonctionnement en photo de celui de la vidéo. En photo, on a beaucoup de progrès avec cette XM5. Les nouveaux algorithmes de Fuji fonctionnent bien. Au niveau réglage, dans le menu AF, vous avez bien sûr la zone de mise au point. Donc là, c'est facile. Avec la molette sur l'épaule gauche, vous allez sélectionner les différentes formes de zones et vous pouvez aussi sélectionner le suivi. Vous allez aussi bien sûr sélectionner votre mode de mise au point, soit en AF manuel, en AF continu ou en single. Dernière option très importante, je vous en ai déjà parlé, c'est la sélection des visages et des yeux. Donc là, on a accès directement dans le menu Q et vous allez voir toujours avec la molette de l'épaule droite, sélectionner soit visage, soit les yeux. Ça fonctionne très très bien. J'ai vraiment eu des résultats formidables en street photo, avec une accroche très rapide, très bonne des visages et des yeux. Je pense qu'on est vraiment dans ce qui se fait de mieux sur le marché, toutes marques confondues. Dans le mode vidéo, c'est un peu plus compliqué. On a souvent des pompages qui détruisent les plans. C'est assez compliqué lorsque l'on veut faire quelque chose de très précis. J'ai essayé de faire des slides, j'ai essayé de faire des suivis avec des points très précis. On a quand même souvent des décrochages et je dois avouer que là, on n'est pas au niveau de ce que je peux avoir sur d'autres marques. Alors un boîtier très attachant que ce Fuji XM5, d'abord bien sûr par la qualité des images qu'il procure, en particulier en JPEG direct. Pour tous ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui veulent faire des images un peu comme avec un smartphone, eh bien on a là un outil formidable, petit, léger, très qualitatif, totalement différent des images qu'on peut faire, y compris avec un smartphone de dernière génération. On est vraiment dans un autre monde, mais qui présente aussi un certain nombre de particularités et de restrictions. Et je me sens obligé d'y revenir, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, à la fois avec d'autres objectifs pour essayer de voir jusqu'où on peut aller avec ce boîtier et qu'est-ce qu'il est capable de faire. Et puis aussi, bien sûr, dans cette comparaison avec le Z52 qui a tout son sens à mon avis. Voilà les amis, j'espère vous revoir très vite. Il y a encore plein de choses qui arrivent sur la chaîne. Et puis une nouvelle fois, très très bonne année 2025. Et puis à bientôt. Ciao, bye!